Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir. Hélas, je le regrette en distanciel, mais bon. Je vous invite à utiliser Teams, la partie en bas à droite, pour poser les questions que vous souhaiterez. On réservera un espace de temps à la fin de nos échanges pour y répondre. Alors, je souhaite accueillir mes invités, que je remercie beaucoup d'être là, même si masqués comme moi. Donc, Laura Flessel, tout d'abord, quintuple médaillée olympique, qui fut ministre des Sports et qui est fondatrice et présidente de Sports, qui est un fonds pour le rayonnement du sport. Maude Ridou, qui est directrice des programmes de mobilisation citoyenne autour des territoires durables chez Make Sense. Jean-Pierre Guenot, qui est directeur des parcs et jardins de la ville de Créteil et ancien président de Hortis, association des responsables d'espaces de nature en ville. Et enfin, à distance, depuis Istanbul, je crois, Jean-Patrick Schippers, qui est fondateur de Mycelium et qui est président de la Fédération européenne d'agriculture urbaine et verticale et fondateur de Peace and Love. Alors, le thème de nos échanges, c'est le vert en ville. Et si vous le permettez, je vais commencer par une petite introduction. Il nous a semblé assez naturel chez ECT de nous intéresser à ce sujet, puisque nous sommes au croisement de deux enjeux fondamentaux que sont le développement, la construction des métropoles, et donc les terres excavées que leur construction ou que les constructions génèrent, et également la nécessaire préservation, le nécessaire développement des zones de verre et des zones de nature en ville. Nous sommes un aménageur d'espaces non bâtis à vocation environnementale ou à vocation de loisirs. Ces espaces prennent la forme de forêts, prennent la forme de zones agricoles, urbaines, périurbaines, de grands parcs, de zones de loisirs. Et pour les réaliser, nous utilisons, comme je l'évoquais, des terres qui sont excavées, principalement par la construction de logements, qui est nécessaire, tout autour de la métropole. Cette pratique ne date pas d'hier, et les exemples sont fort nombreux et d'ailleurs prestigieux. On peut citer le parc de la Courneuve, qui est Natura 2000, qui a été fait avec la terre du Trou des Halles à l'époque. On peut citer le parc des Buttes-Chaumont, qui a été fait en partie avec la terre du métro. On peut citer le potager du roi à Versailles, par exemple, qui a été fait avec la terre de la pièce d'eau des Suisses et beaucoup de choses provenant de l'environnement versaillais. On pourrait aussi remonter jusqu'au Marais Poitevin, mais en tout cas, les exemples sont très nombreux. Il s'agit donc de trouver des espaces plutôt délaissés, abîmés, d'imaginer des projets avec des collectivités territoriales, avec un écosystème environnant, et ensuite de les réaliser de A à Z, avec une particularité, c'est qu'il s'agit que ça ne coûte rien en matière d'argent public. C'est donc un bel exemple d'économie circulaire. Et donc, on est amené assez régulièrement à s'interroger sur qu'est-ce qu'on va y faire, et en tout cas pour quel type d'usage. Alors, s'il y a bien un sujet qui remporte une adhésion, ou en tout cas un consensus général, c'est le plus de verre en ville. Les enquêtes et les sondages sont nombreux. À titre d'exemple, on en a fait réaliser un juste avant le confinement en février 2020, et il ressortait que 63% des sondés souhaitaient plus de verre dans leur quartier, que 88% des sondés fréquentaient régulièrement des espaces verts au moins une fois par mois dans leur commune, que près d'un sondé sur deux souhaiterait participer à des activités d'agriculture urbaine, et enfin que pour plus de 9 personnes sur 10, le vert en ville était synonyme de bien-être personnel, environnemental et social. Alors derrière cette réalité, qui semble indéniable, se cache en fait un certain nombre de difficultés et de contradictions. On l'a d'ailleurs vu récemment avec les débats sur le zéro artificialisation net, et probablement ces difficultés sont amplifiées par une habitude qu'a l'homme, on pourrait peut-être même dire le français, qui est de catégoriser, alors que souvent tout est plutôt continuité que catégorie, ou encore d'interdire, ce qui est directement lié à la catégorisation. Donc, pour citer quelques exemples de difficultés sur le vert en ville. Donc, est-ce qu'on souhaite densifier, construire de plus en plus haut et de plus en plus dense? Mais alors, comment on concilie cette réalité avec, et ça a été exacerbé pendant la crise Covid, avec la volonté d'espace vert, de jardin de la plupart des citoyens, et en tout cas des citadins. Est-ce qu'on souhaite interdire, ou en tout cas stopper toute activité humaine? Mais comment concilier cette réalité avec le fait que beaucoup des zones qu'on souhaite préserver, naturelles, agricoles et forestières,
sont d'origine humaine précisément. Pourquoi oppose-t-on systématiquement homme et biodiversité alors qu'on peut assez naturellement penser que l'homme en fait partie? Bon, peut-être un peu nombreux, mais bref. Est-ce qu'on souhaite préserver ou développer une agriculture bio et raisonnée? Mais dans ce cas-là, pourquoi sanctuariser des espaces qui sont exploités intensivement? Est-ce qu'on souhaite que tous les territoires soient organisés en pourcentage d'usage de la même façon, alors que l'homme occupe de façon inégale depuis la nuit des temps les territoires? Il y a des réalités démographiques, géographiques, d'accès à l'eau ou ce genre de choses, et évidemment économiques qu'il s'agit de prendre en compte. Voilà. Et puis on pourrait également dire, est-ce qu'on souhaite vraiment développer du vert ou des activités d'économie circulaire, alors qu'on est tous frappés par le syndrome Not in my backyard, qui hélas empêche beaucoup de réalisations. Et donc il y a souvent une petite différence entre la conviction générale et la réalité pratique. Donc on voit aisément les difficultés d'arbitrage, de choix d'usage, et notamment sur un foncier qui est restreint, contraint, le cas échéant cher, on y reviendra. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que déjà dès l'Antiquité, on trouve chez Virgile des traces de combats acharnés pour le partage de la voirie romaine ou le partage des espaces romains. Donc encore une fois, ça ne date pas d'hier. On peut aussi imaginer que pas mal de difficultés proviennent du fait que c'est difficile de poser une économie sur le plan financier sur le vert au sens large, et donc de lui trouver une place, ou en tout cas de lui permettre d'occuper une juste place. Tout ça doit probablement nous inciter à réfléchir, et en tout cas à souhaiter un développement harmonieux, équilibré des métropoles, dans le respect de toutes ces contraintes, et évidemment de biodiversité, on y reviendra. Et ce qui me donne l'occasion, cher Jean-Pierre, de m'adresser à vous, puisqu'on parle de vert en ville, pour vous, qu'est-ce que cette réalité recouvre? Qu'est-ce que c'est? Bien, merci Laurent. Bonjour à toutes et tous. D'abord, ravi de participer à cette discussion sur ce sujet en effet extrêmement important et qui, ainsi que vient de le rappeler Laurent, a pris une acuité particulière durant cette année dernière, qui jette d'évidence une lumière crue sur toutes ces questions face à l'ensemble des dérèglements et des crises qui nous touchent depuis, hélas, maintenant pas mal de dizaines d'années, mais dont on prend probablement un peu plus la mesure à la faveur, si je peux dire ainsi, de cette crise sanitaire. En tout cas, la question des enjeux du vert en ville, c'est une question alors qui n'est pas nouvelle au fond, et d'ailleurs Laurent vient en préambule de faire quelques références historiques, puisque nous sommes ici au cœur du Paris haussmannien. Je ne résiste pas au plaisir d'évoquer quand même brièvement la construction d'un patrimoine vert extrêmement important à la ville de Paris dans les années 1870. Où il y a quand même une volonté politique extrêmement forte dans cette période, avec la mise en œuvre d'un réseau, finalement, d'un réseau vert, en quelque sorte, qui préfigure même, on pourrait dire, un petit peu les notions de trame verte telles qu'elles apparaissent, alors là, pour le coup, dans notre période, dans les années 90 notamment, mais en tout cas, il y a là, effectivement, une prise en compte de cette question qui met en évidence l'importance du vert en ville. Déjà, dans les années 30 également, quand on construit la ceinture HBM des habitations à bon marché autour de Paris, on met en place un ensemble de sites de parcs et jardins liés à la construction de ces HBM, qui montrent aussi l'importance des jardins dans cette période, une question d'hygiène, avec effectivement une question autour de la santé déjà. Cette approche-là, elle se poursuit. Elle se poursuit notamment dans les années 70, sur des 60-70, avec notamment des villes dites nouvelles, enfin qu'elles aient le statut de ville nouvelle ou pas d'ailleurs. Et c'est précisément le cas de la ville de Créteil, dont j'ai la chance de diriger les parcs et jardins, qui met en place, alors ça n'est pas une ville nouvelle au sens juridique du terme, mais qui met en place dans cette période une véritable matrice verte qui déjà constitue effectivement un patrimoine vert extrêmement important. Alors, par contre,
ce qui est certain, c'est que dans ces différents exemples, la question d'écologie n'est pas du tout au cœur, évidemment, de ces dispositifs. La question va apparaître bien après. Et force est de constater qu'aujourd'hui, cette analyse des enjeux, elle se fait par le filtre, finalement, par l'appréciation d'un ensemble de dysfonctionnements face auxquels il faut agir. Hein. Alors, bien sûr, l'érosion de la biodiversité, la question climatique, mais enfin également la crise sociale qui met en évidence aussi l'importance de cette question, les problèmes de santé au travers notamment des problèmes de l'alimentation, le problème de l'agriculture, dont on sait très bien que le modèle dominant est quand même extrêmement questionnant et doit être revu. Voilà, il y a tout un ensemble de dysfonctionnements qui aujourd'hui préside à une réflexion à renouveler, à maintenir, à renouveler, à approfondir pour effectivement tenter de concilier tous ces enjeux et ainsi que ça l'a été dit, évidemment, c'est une vraie difficulté, et notamment par le fait qu'il y a autour de la question des espaces verts une notion de bienfait dont la quantification, évidemment, non pas qu'elle soit impossible, elle l'est aujourd'hui, mais elle reste évidemment très lacunaire et dans une logique d'aménagement et de décisions qui trop souvent sont guidées par des questions économiques, eh bien cette question peut passer dans un second plan, alors même qu'elle devrait être effectivement prédominante, avec au fond l'idée que le végétal doit être, peut-être et doit être l'élément structurant de l'aménagement de la ville. Oui, merci, merci Jean-Pierre. Et d'ailleurs, finalement, il faudrait raisonner à quelle échelle territoriale, parce qu'on voit évidemment la complexité, notamment en zone métropolitaine, avec une succession, j'allais dire un enchevêtrement, c'est absolument pas négatif dans mon propos, mais en tout cas une juxtaposition de collectivités diverses, et donc la problématique d'échelle se pose, notamment compte tenu de ce qu'on évoquait, c'est-à-dire une utilisation inégale, une occupation illégale du territoire, j'allais dire, inégale, pardon, du territoire, selon les usages. Oui. Oui, alors évidemment, la question de l'échelle est une question extrêmement importante et elle est sans doute à mesurer justement en fonction des différents enjeux. Mais il est bien évident que sur une question, sur une dimension d'écologie, mais également de paysage d'ailleurs, la logique strictement communale ne peut pas être suffisante. Il est bien évident qu'une réflexion plus large s'impose et notamment en recherchant justement la mise en œuvre de dynamiques intercommunales par rapport notamment à la question qui reste une question extrêmement difficile d'ailleurs dans la notion d'aménagement, qui est ce qu'on appelle le périurbain, enfin dont la définition d'ailleurs reste assez difficile, ne serait-ce qu'à la faveur des évolutions institutionnelles, territoriales de toutes ces dernières années, où on voit bien que la notion de communale proprement dite ne peut plus être suffisante. Et d'ailleurs, dans la plupart des organisations désormais administratives et politiques, il y a bien un cadre de travail qui invite justement à une approche plus large et qui se traduit d'ailleurs par de très très beaux exemples d'aménagement et de développement territorial qui d'ailleurs je crois donne entière raison au sociologue Bruno Latour qui a toujours défendu et mis en avant cette notion de territoire avant même la notion d'écologie, hein, en disant que l'écologie peut être une dimension qui fasse un peu peur à certains acteurs. Il prend volontiers l'exemple de l'agriculteur qui n'est pas forcément très prompt à engager des mutations parce que la question d'écologie à elle seule peut être un frein dans son fonctionnement et dans son fonctionnement économique, alors même que sur la notion d'un développement territorial plus large, avec un ensemble, et nous y reviendrons, je le sais, tout à l'heure avec d'autres intervenants, mais en tout cas, il y a effectivement des opportunités qui laissent une place pleine et entière à l'ensemble des acteurs économiques pour avoir effectivement quelque chose de vertueux. Et les exemples ne manquent pas. On peut citer
notamment au niveau alors particulièrement dans les exemples métropolitains, je pense à Reims, Reims Métropole, mais également Bordeaux Métropole, avec des opérations extrêmement ambitieuses qui sont à l'œuvre au moment où nous parlons. Lyon Métropole également met en place des plans extrêmement importants dont on voit bien que tout cela prend sens sur les différentes dimensions, qu'il s'agisse de paysage, d'écologie, d'usage, d'économie naturellement. Et bien sûr, c'est cette recherche de conciliation d'enjeux qui doit être poursuivie. Et donc, selon vous, elle est opérante, en tout cas les instances prévues, ou en tout cas le niveau d'instance prévu sert bien l'usage. Enfin, il y a aujourd'hui, en effet, il y a aujourd'hui des organisations et des contextes qui sont favorables à ces coopérations et à une véritable conciliation des enjeux, même si je répète que cela reste difficile, parce qu'évidemment, il y a toujours des conflits malgré tout qui demeurent, et puis peut-être dans certains esprits encore quelques réserves qu'il faut évidemment combattre pour pouvoir les lever. Et par exemple, sur une commune comme Créteil, est-ce qu'on gagne en termes, probablement, enfin, posons la question de façon simple en termes de surface nette, est-ce qu'on gagne de la surface régulièrement sur le plan du verre ou pas, ou est-ce qu'il s'agit plutôt de requalification? Alors, sur l'exemple de cette commune-là, à la faveur d'un héritage, au fond, extrêmement important des années 65-70, on ne peut pas parler de création d'espaces verts véritablement, même si ça et là, il y a quelques programmes immobiliers qui mettent en place des petits îlots intérieurs verts résidentiels, à caractère résidentiel, qui sont importants, puisque dans cette notion de matrice verte, tout compte. Tout compte. Hein. Il est bien évident qu'il s'agisse d'espaces publics, d'espaces privés. Je vous dirais que les herbes qui sont là dans nos villes en matière de biodiversité, on sait que tout compte. Donc, effectivement, il y a quand même des choses qui se passent. Après, c'est surtout une requalification, des opérations de requalification, de renouvellement, notamment à la faveur de programmes en rue, qui effectivement permettent de recomposer et de requalifier des zones existantes, où là, véritablement, on peut installer une biodiversité urbaine, bien sûr, hein, avec un certain nombre de limites, mais enfin, en intégrant évidemment de façon impérative la question de la gestion des eaux pluviales, et puis en s'attachant surtout à la question des sols, parce que la question du verre en ville est indissociable de la question des sols. Donc on a effectivement des opérations de requalification, là où dans les années 70, on était sur une approche paysagère qui n'était pas la même. Il y avait, on se souvient de réalisations et de plantations très largement monospécifiques. Aujourd'hui, évidemment, on a et on encourage une grande diversité dans les plantations, et c'est évidemment très important. Bien sûr. On a évoqué les notions d'usage. Il en est un qui est fondamental. Et d'ailleurs, c'est ce que le sondage rappelait, puisque, encore une fois, un sondé sur deux souhaitait mener une expérience, ou en tout cas participer à un sujet d'agriculture urbaine. Ce qui me fait me tourner vers vous, Jean-Patrick. Comment peut-on la définir, l'agriculture urbaine? Qu'est-ce que c'est, selon vous? Alors, tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir donné la parole sur ce sujet. Tout d'abord, je pense qu'il faut resituer l'agriculture urbaine dans le temps. C'est que l'agriculture urbaine n'a pas commencé avec les millénials il y a 2-3 années. L'agriculture urbaine, l'histoire de l'agriculture urbaine remonte à environ 3500 avant Jésus-Christ, quand on a commencé à cultiver autour de nos villages et nos villes qui grandissaient. On a même l'exemple le plus ancien de ferme urbaine telle qu'on en parle maintenant, date des années 400 à Constantinople, avec ce qu'on appelle les bostans. Donc, en fait, l'agriculture urbaine qu'on revoit maintenant ne fait qu'un comeback. Nos villes étaient plus vertes avant et incluaient l'agriculture urbaine et périurbaine jusqu'au XIXe siècle, lorsque la révolution industrielle a augmenté la taille et la densité de nos villes. À ce moment, certains architectes comme Frank Lloyd Wright ont même essayé de développer de nouveaux concepts en réaction aux corrections de cette disparition de l'agriculture urbaine, mais cette tendance n'a pas vraiment pris à ce moment-là. Et donc, il a fallu vraiment attendre les 5 dernières années, sous la poussée de tendances très fortes sociales
entrepreneuriale, environnementale, pour voir les sujets arriver. On a mené dans notre département d'études chez Mycelium une analyse dans le monde entier sur plus de 500 organisations actives dans le secteur, et on s'est apparu que certaines dataient d'il y a très très longtemps, mais plus de la moitié sont apparues après 2015. Donc il faut vraiment resituer ça dans le cadre. On parle de quelque chose de très ancien qui a un rebond. Et alors de l'autre côté, la technologie, donc poussée par la réponse à des situations extrêmes comme la guerre, l'embargo, le climatique et même très complexe. La technologie de production végétale n'a cessé d'exister et d'évoluer et offre maintenant de nouvelles perspectives pour résoudre les défis auxquels on est mené. Alors voilà, une fois que j'ai resitué au niveau du contexte, comment définir l'agriculture urbaine? Alors ça, c'est un très grand, beau débat. Sur lequel même le milieu académique se débat un petit peu pour trouver la bonne définition. En 1999, les professeurs Mbey et Moustier ont défini l'agriculture urbaine comme située dans la ville ou à sa périphérie, avec des produits étant principalement destinés à la ville, sur les terrains pour lesquels il existe une alternative entre l'utilisation agricole et non agricole de ressources. Alors c'est intéressant, mais il faut bien comprendre ces définitions, et la plupart, celles qu'on va trouver dans la littérature académique, se sont concentrés pour l'essentiel sur la fonction de production alimentaire. En revanche, dans les pays développés comme la France par exemple, on va devoir utiliser la notion de multifonctionnalité qui va intégrer les autres externalités telles que le lien social, les gains environnementaux et urbanistiques, l'amélioration de la santé, les fonctions éducatives, récréatives, etc. Ça nous pose tout de suite la complexité du sujet. Oui, ce qui veut dire, parce que là, c'est déjà des éléments de réponse sur ces enjeux. Ce que vous semblez dire, c'est que le principal enjeu de l'agriculture urbaine, ce ne serait pas de nourrir la ville? Alors, c'est tout la problématique. Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Parce que c'est vraiment un sujet qu'on peut voir dans les médias régulièrement. Mais on ne peut pas dire qu'on voit énormément de réalisations. C'est parce qu'en fait, on est pris entre deux tendances. Une première, des moteurs très forts, qui sont ces tendances vers les villes vertes, qui est le sujet de notre discussion, mais aussi une demande d'alimentation plus durable de la part des consommateurs. Les changements macro, tels que le changement climatique, les crises sanitaires mondiales, mais, et on n'en parle pas souvent finalement, le besoin aussi professionnel d'une génération qui cherche des projets qui ont du sens. Si on veut des projets électro-urbains, il faut des entrepreneurs. Et donc, ce n'est que très récemment que ces projets-là ont trouvé une voie auprès des jeunes. Mais face à ça, on a des freins extrêmement puissants. On a la jeunesse du secteur. Si plus de la moitié des entreprises ont moins de 5 ans, mais ça nous donne quand même une petite idée. Mais aussi, et c'est un peu le problème, c'est l'absence de modèle d'affaires convaincant qui est due à finalement une mauvaise compréhension des enjeux de rôle agriculture urbaine. Et de la complexité. J'ai parlé des externalités, la multifonctionnalité complexifie le sujet. Effectivement, est-ce qu'on parle de faire pousser des salades ou de rendre les villes plus vertes? Les deux. Mais alors, comment on concilie ça dans un plan d'affaires? Et donc, tout ça est très complexe. Et encore plus surprenant, dans l'étude qu'on a menée, on a découvert que plus de 83% des organisations analysées composaient des services. 17% des organisations analysées ressemblaient dans leur modèle à des fermes traditionnelles. Et même 45% de l'étude proposaient des services dans le modèle de l'agriculture urbaine sans même opérer une ferme. Vous savez, vous pouvez être urban farmer sans même produire ou vendre des légumes. Donc, on comprend bien la complexité de ce marché et son développement. Et effectivement, un des gros sujets, c'est le rôle de l'agriculture urbaine est très mal compris. Si on veut nourrir la ville, il faut 5 fois la superficie de Paris. Et là, ça ne nourrit que les gens qui y habitent. On ne parle pas des touristes qui ne sont plus là pour le moment, mais qui vont revenir. Donc, le rôle de l'agriculture urbaine, c'est une reconnexion à la nature. C'est la fonction universelle de la nature, c'est les services écosystémiques. Tout ça est très important. Oui, ce que vous évoquez est intéressant. On va y revenir sur un des pivots qui est l'implication citoyenne, mais je reviens une seconde sur la financiarisation, en tout cas sur la notion d'économie qui est réelle, que nous, on voit régulièrement sur chacun de nos projets. Alors, on les lance et on les finance, ce qui donne évidemment plus de matière pour qu'ils existent. Et Jean-Pierre l'évoquait tout à l'heure. Jean-Pierre, c'est comment faire peser le verre, en tout cas comment lui donner une valeur, en tout cas comment le positionner dans un arbitrage nécessaire, puisque d'une part, les fonciers coûtent,
Et puis d'autre part, ça se compare toujours à quelque chose. Et effectivement, sur des choses qui sont directement bénéficiaires et autoporteuses sur le plan financier, c'est assez difficile de faire gagner le vert. Qu'est-ce qu'on peut avoir, Jean-Pierre, comme solution à ça? En tout cas, comment vous gagnez un arbitrage? C'est un combat, hein, c'est un combat. Non, mais ça n'est jamais gagné. Bon, toutefois, ce sont quand même des sujets qui évoluent largement dans les réflexions des uns et des autres, et notamment au plan politique. On ne peut pas ignorer qu'il y a ces dernières années tout de même une appréciation quand même qui de plus en plus partagée sur l'importance. On voit bien qu'il y a péril dans la demeure, hein, face à tous les dérèglements dont on a parlé. On est au pied du mur. Ça fait un moment d'ailleurs qu'on est au pied du mur, sauf que le mur semble désormais encore plus haut à franchir, si je peux dire ainsi. Donc voilà, donc il y a vraiment des impératifs absolus. On le voit bien, sur ne serait-ce que la question de climatique, avec la question des îlots de chaleur et par conséquent de la recherche d'îlots de fraîcheur. La place de l'arbre en ville est une question qui est devenue tout à fait fondamentale. On voit très bien les différents programmes qui se mettent en place et qui se proposent, alors, bon, pour certains, de reconstituer ce qu'il est communément appelé maintenant des forêts urbaines. Alors, peut-être que le terme, d'ailleurs, peut être parfois un petit peu inapproprié, mais enfin, en tout cas, on sent bien la démarche. De manière très concrète, il y a des éléments qui laissent à penser que cette question vraiment évolue d'une manière extrêmement importante, et notamment sur le plan de la quantification des bienfaits, dont j'ai parlé tout à l'heure brièvement, et qui aujourd'hui se traduit par un outil précis qui s'appelle l'évaluation des impacts sanitaires. Hein, vous verrez les EIS, les évaluations des impacts sanitaires, qui d'ores et déjà sont mises en place dans certaines collectivités. Je sais que la ville de Lyon travaille sur cette question. Il y a un exemple aujourd'hui d'une réalisation à Lyon qui est suivie par conjointement les milieux de la santé et les milieux des espaces verts. Donc vous voyez, il y a une collaboration extrêmement précise entre le monde médical, de la santé, et alors la santé, justement, prise au sens économique du terme, bien sûr. Plus que le bien-être, dont la notion pourrait finalement être un peu plus subjective. Donc voilà. Quoique méritant d'être évalué aussi. Bien sûr. Probablement, il y aura des enseignements à tirer de la crise actuelle. Naturellement. L'aspect santé qui peut être directement corrélé au sport, on y reviendra un peu après. Juste peut-être, Jean-Patrick, une dernière question par rapport aux opérateurs et ensuite on abordera l'implication citoyenne. Mais est-ce que l'agriculture urbaine, est-ce qu'on voit des groupes ou est-ce qu'on voit l'industrie agroalimentaire s'y intéresser, ou en tout cas le soutenir d'une certaine manière, ou est-ce que, en gros, ça part du bas? Est-ce que c'est encore bottom-up et plutôt citoyen, ou élus et citoyens, ou est-ce qu'on voit aussi le monde industriel s'en préoccuper? Alors, ça commence très très fort, c'est-à-dire que les premiers qui sont intéressés, c'est évidemment le milieu immobilier, qui a depuis des années, depuis presque 8, 9 ans, 10 ans, s'intéressé au sujet. En tâtonnant, j'ai donné une conférence dans un grand groupe immobilier dont je tairai le nom, qui me disait il y a 7 ans, pour gagner un projet, on dessinait sur les plans une ferme urbaine, on mettait ferme urbaine dans un carré vert et on gagnait le projet. Maintenant, il faut dire comment et avec qui on va le faire. Donc, on voit bien que les mentalités ont évolué et qu'il y a un désir et un vrai besoin au niveau des acteurs de l'immobilier d'avancer sur le sujet. Ce qui est maintenant beaucoup plus récent, et on parle vraiment c'est très récent, c'est l'intérêt de tout le reste. C'est-à-dire que maintenant, on a le secteur retail qui s'intéresse, le secteur Horeca, et qui intègre la dimension verticale également. Donc, il y a un vrai intérêt des grands groupes sur ces sujets-là. Le problème, et c'est ce que j'en parlais avant, c'est la complexité du sujet. C'est que c'est extrêmement mal compris, c'est extrêmement complexe à voir comment on peut trouver finalement les opportunités pour sa propre organisation. C'est ça qui est le gros frein à des sujets, à ce que ça décolle, mais je pense que ça va décoller dans les prochaines années. Je suis très confiant sur le sujet.
Ah, c'est encourageant. On a évoqué et on voit bien fondamentalement sur un certain nombre de thèmes la place du citoyen, ou en tout cas, et l'importance de l'initiative au sens large, ce qui me donne l'occasion, Maud, de m'adresser à vous. Bon, elle nous semble déterminante. Vous, c'est votre métier, j'allais dire, c'est votre credo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et c'est ma conviction. J'aimerais juste peut-être revenir pour rebondir sur comment est-ce qu'on fait cet arbitrage sur le verre. Moi, j'aimerais aussi qu'on essaye, j'ouvre des questions, de penser les externalités positives de ce type de projet. J'aimerais qu'on essaye de repenser la valeur, on a beaucoup parlé de valeur économique, un peu de valeur sanitaire, mais la valeur sociale, la valeur écologique, et qu'on intègre cette mesure d'impact dans les projets, de trouver aussi d'autres manières de quantifier l'impact d'un projet pour justement pouvoir faire des arbitrages qui soient différents d'un arbitrage purement économique et sur des concurrences d'usage. Alors oui, moi je ne sais pas si je vais vous dire exactement comment réussir l'implication citoyenne dans un projet, mais je vais vous dire comment rater à coup sûr un projet. Eh bien, il vous suffit d'avoir une très bonne idée, de décider de la mettre en place seul, et puis ensuite de demander aux gens de se l'approprier, en même d'exiger une appropriation par les acteurs du territoire. Ça, je pense que vraiment, c'est le meilleur moyen pour être sûr que les usages que vous avez imaginés ne soient pas appropriés. Comment penser un usage sans son usager final? C'est une vraie question. Moi, je pense que c'est impossible. Après, on se dit, bon, bah, comment est-ce qu'une fois qu'on est d'accord sur ce postulat-là, comment on fait? Parce que, et tout le monde l'a rappelé depuis le début, ce sont des sujets complexes. Ce ne sont pas des sujets simples. Mais chez Make Sense, et donc moi j'incarne cette conviction, je suis convaincue, et on est convaincu depuis toujours, que tout individu, à partir du moment où on lui donne les outils pour apprendre, les ressources pour comprendre, il est apte et il est digne à prendre des décisions pour le bien commun. Ça ne veut pas dire qu'il le fera seul, ça ne veut pas dire qu'il le fera spontanément. Ça veut dire qu'on a un rôle à créer les conditions de possibilité de sa contribution. Et c'est là-dessus que je pense qu'on a un vrai rôle à jouer. On entend beaucoup parler des concertations, des manières de mobiliser, de prendre le pouls des sujets. Et puis après, on se pose la question de, oui, mais en fait, après, derrière, c'est pas réapproprié, ça ne fonctionne pas. Pourtant, on avait demandé l'avis aux gens. C'est vrai, ça arrive souvent. Et je pense qu'il faut voir la contribution comme un processus et non pas comme un fait à un instant donné. Il faut, au cœur et au fondement des projets, trouver les outils et les valeurs qui vont faire que les gens vont contribuer de A à Z. C'est-à-dire qu'il faut de la transparence. Il faut que les acteurs que vous allez mobiliser, qu'ils soient citoyens, entrepreneurs, parce qu'on a vu l'enjeu du business model, donc du modèle économique derrière les projets est très important. Peut-être les chercheurs que vous allez mobiliser, en tout cas tous les acteurs que vous allez mobiliser, il faut savoir quelle est leur juste place et il faut leur dire. Il ne faut pas laisser croire que vous allez avoir toute puissance sur la décision si ce n'est pas le cas. Donc, il faut être transparent. Ensuite, il faut avoir cette conviction de l'expérience partagée, c'est-à-dire de concevoir que chacun a une expertise d'usage qui lui est propre et qu'elle mérite d'être entendue. Il faut également se dire qu'on est dans des modèles d'expérimentation et donc il faut être d'accord pour essayer, pour tester, pour revenir en arrière. Et ce qui est difficile quand on a des bailleurs, des financeurs qui nous demandent des lignes droites et des objectifs précis, mais la volonté au cœur de se laisser la possibilité de changer, d'adapter, d'évoluer, va permettre justement aux gens de s'insérer dans le projet et de ne pas se dire je demande l'avis, mais en fait j'ai déjà la solution puisque la ligne est toute tracée. Donc ça, c'est très important et c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile, c'est difficile. Mais c'est complexe, donc c'est difficile et c'est pas pour ça qu'on ne va pas y arriver. Et de toute façon, on ne donne pas des solutions simples à des problèmes complexes. Du coup, il y a cette conviction et puis une certaine bienveillance. Ce n'est pas parce que vous allez mettre les acteurs autour de la table qu'en quelques jours ou quelques semaines, voire même quelques mois, ils vont apprendre à se parler, ils vont apprendre à collaborer. Il faut laisser le temps de créer du lien et de la confiance entre les individus. Et ça se crée par des systèmes de gouvernance, par des modèles qui permettent le dialogue, par la compréhension, l'empathie. Il y a plein de méthodologies pour le faire. Et une fois que vous avez un peu ces fondamentaux de votre projet, l'idée, c'est de pouvoir
de A à Z, réussir à avoir ces usagers qui sont au cœur. C'est différent de demander leur avis que de mettre au cœur les usagers du projet. Et sur la grande question de « et après, comment on fait ?» Une fois que ces gens ont été embarqués dans la démarche, une fois que vous les avez vraiment mis contributeurs, eh bien, vous pouvez, nous, on utilise beaucoup le modèle de communauté. Et ça, c'est un modèle qui existe depuis très, très longtemps et qui aujourd'hui fait vraiment surface parce que ce sont des gens qui ont un centre commun ou qui remettent le bien commun ou un but commun au centre de leur action. Et c'est ces communautés d'usagers que vous aurez mobilisées dès le début qui vont ensuite retester, déployer, challenger, vous aider à aller plus loin, mais aussi faire connaître votre projet, vos usages, etc. Et vous allez du coup créer les conditions de possibilité de développer un modèle économique, de développer des usages particuliers et aussi de les transformer. Pardon, je suis très bavarde. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, on vous sent passionné. C'est communicatif d'ailleurs. Est-ce qu'on peut le regarder de façon un peu plus concrète, c'est-à-dire, c'est-à-dire effectivement un exemple, puisque ce que je comprends notamment chez Make Sense, c'est que vous êtes metteur en condition. Plus qu'opérateur en tant que tel. Et donc, ce qui peut être intéressant, puisqu'on voit la complexité des sujets, et notamment s'il s'agit de se réapproprier une zone, par exemple, pour définir quelque chose. Et on a tous des exemples, je repensais à ce que disait Jean-Patrick, de potagers urbains qu'on a réalisés, qui se transforment en friches ou qui sont finalement entretenus quelquefois par des services municipaux, et puis terminer la belle idée de potager urbain. Donc, ce que vous dites résonne parfaitement à nos oreilles. Donc, un déroulé pratique d'une opération qui marche. Du début à la fin, mais sommairement. Très bien. Mais je vais peut-être essayer de prendre un exemple concret sur lequel qu'on avait accompagné au tout début, au lancement, ça s'appelle le Lab 3S, porté par l'Institut de recherche pour le développement. Aujourd'hui, c'est une association. Donc, c'était des espaces dans l'Institut de recherche pour le développement qui étaient en potentiel, on va dire ça comme ça. Et Est Ensemble a décidé de porter un projet de territoire autour de ces sujets-là pour ouvrir l'institut de recherche aux acteurs du territoire et faire collaborer autour des projets, notamment d'agriculture urbaine. Et donc là, on va mettre autour de la table des entrepreneurs qui verraient un potentiel à travailler avec les chercheurs sur les thématiques d'agriculture urbaine, parce que comme on l'a vu, c'est des sujets complexes sur lesquels il faut encore travailler et les entrepreneurs ont besoin des chercheurs pour penser les modèles d'agriculture urbaine. Les chercheurs, ça leur donne des terrains d'expérimentation. Les citoyens, ça leur ouvre un territoire qui n'était pas ouvert à l'époque sur le territoire, qui était un institut de recherche. Donc, ça donne aussi de la culture scientifique, l'ouverture sur la société de ce territoire. Et donc, on les met ensemble et on fait des ateliers pour imaginer le futur, pour poser les valeurs du projet, pour poser des potentiels usages, pour les challenger, etc. Donc, vraiment pour avoir cette idée un peu de contribution collective à un espoir ou un futur. Ensuite, évidemment, on analyse, on passe au crible. En associant la collectivité ? En associant la collectivité qui est au cœur de la démarche. Hein. C'est vraiment porté. Et l'idée, c'est ensemble, derrière, de se dire, une fois qu'on a ce projet de territoire, il faut le financer. Donc, pour le coup, on a postulé à des financements de l'ANRU et donc ils sont venus aider. Et ça, sur la pérennisation et la mise en œuvre, je vois plusieurs critères. La première chose, c'est le lancement. Il faut un investissement de base pour prouver le modèle. Ça, c'est extrêmement important. Et il faut que dans ce collectif, c'est ce qu'il y avait, des entrepreneurs et des gens qui cherchaient à développer un business model autour de ce projet de territoire en soi. C'est-à-dire ne pas uniquement se dire qu'on va dépendre de financement année après année pour le faire vivre. Il faut le penser en soi comme quelque chose d'autonome. Et donc, il y a des réflexions qui ont été menées sur le modèle économique, des tests qui ont été faits sur est-ce que ça peut intéresser des entreprises de venir, par exemple, sensibiliser leurs salariés, les entreprises du territoire, sensibiliser leurs salariés au mode d'agriculture urbaine et du coup qui viendrait financer une partie du potager urbain qui avait été identifié, des financements pour avoir des doctorants qui font de la recherche. Donc, on a vraiment pensé à un modèle économique autour de ce sujet. Et pour la pérennisation, il y a eu 2 facteurs clés, je pense. La création d'une structure associative indépendante pour mener à bien le projet. C'est-à-dire que derrière, en partie en collaboration avec la collectivité territoriale, en collaboration avec les entrepreneurs qui se sont mobilisés et les chercheurs, il y a vraiment une structure qui s'est sentie du coup de la responsabilité qu'il y avait dans sa mission de le faire se développer. Et ensuite, des pionniers qui vont vous accompagner et faire vivre et tester vos usages. Par exemple ? Par exemple, une professeure des écoles
qui a amené ses classes et a sensibilisé d'autres professeurs à amener ses classes pour tester les ateliers qu'on faisait avec les chercheurs et sur la sensibilisation à ce que c'est qu'un sol. Par exemple, des entrepreneurs qui acceptent de venir dans des locaux qui pour l'instant sont peut-être pas encore tout à fait fonctionnels, mais qui vont tester ces usages-là, et puis qui derrière vont faire parler de ce projet, faire venir d'autres entrepreneurs, accepter aussi de communiquer sur ce sujet-là, de prendre le pari que ça va fonctionner. Des chercheurs aussi qui ont pris, voilà, qui nous ont suivis en se disant, on ne sait pas si ça se trouve, cette expérimentation scientifique ne fonctionnera pas. Et donc ça, c'est un peu vos acteurs clés que vous avez mobilisés, qui sont vos ambassadeurs. Et derrière, sur les sujets typiquement de potager urbain, etc., la notion de communauté d'habitants qui va venir mais qui va venir justement faire ce travail de tester les usages, de les pérenniser et de les transmettre. Le principe d'une communauté, c'est que vous avez des ambassadeurs qui se chargent de former d'autres citoyens, habitants, et qui créent de la valeur eux-mêmes, qui sont partie prenante de futurs usages, et du coup, qui vont les transmettre. Parce que vous ne pouvez pas être responsable, vous, de faire durer le projet éternellement. Ouais. Il faut lui trouver une autonomie, et par le principe et le développement de communautés d'acteurs engagés, vous réussissez à mobiliser et faire exister le projet en dehors de vous. D'accord. Non, donc on y reviendra avec Laura tout à l'heure, mais donc la forme associative semble jouer un rôle déterminant. La forme associative, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas une spécialiste des termes juridiques. L'important, c'est que des gens se sentent investis et que vous ayez les cadres de conditions de possibilité. Je ne suis pas sûre que c'est une association forcément. On développe beaucoup chez Make Sense l'entrepreneuriat social parce que l'entrepreneuriat social permet d'avoir un modèle de développement économique qui permet la pérennité et le long terme de vos projets. Mais une association, en tant que structure, peut elle aussi décider d'avoir des activités qui lui permettent justement de ne pas dépendre. L'idée, c'est de ne pas dépendre de financements qui sont incertains. Même si, bien sûr, un modèle économique, c'est quand même une certaine incertitude. Ça permet de diversifier ses sources de revenus et donc de s'assurer, entre guillemets, une pérennité. D'accord. Ce qui peut nous permettre de passer à un sujet suivant et qui est fondamental et qui fait le lien finalement avec beaucoup de points qui ont été évoqués jusqu'à présent autour des usages d'une part, autour également de la financiarisation des modèles. Donc je veux parler de l'usage du sport ou en tout cas de l'activité, puisqu'on peut tout à fait imaginer, en tout cas réaliser que le vert en ville, ou en tout cas les espaces de nature en ville, sont évidemment le siège d'une activité humaine et d'une activité physique. Et je me souviens, Laura, lorsqu'on s'est rencontrés il y a maintenant de nombreuses années, que vous étiez particulièrement sensible à la thématique sport et santé, ce qui renvoie à beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'évoquer, et notamment que le lien n'était pas assez fait, et y compris pour la promotion de l'activité, en tout cas pour la promotion du sport. Alors, bonjour à tous. Effectivement, quand on parle de sport, on parle aussi d'activité physique et physique adaptée. Faut pas oublier aussi gérer les personnes en situation de handicap. L'idée aujourd'hui, c'est de mettre gérer en communion tous ces acteurs qui quelque part travaillent, mais dans leur silo. Et l'objectif, comme on dit aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, c'est qu'on voit en fait que le sport ou l'activité physique, c'est gérer un médicament, en fait, c'est une action qui génère de l'émotion, qui rassemble. Et la denrée rare, ce sont les infrastructures gérées sportives. Alors, certaines sont vieillissantes, d'autres, il y a des carences dans les QPV. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a une augmentation de la pratique hors structure. Et donc, du coup, on recherche la nature. Donc, du coup, cette extension fait qu'aujourd'hui, nous devons absolument repenser, gérer le modèle économique avec des acteurs privés, parce qu'effectivement, on ne peut pas gérer toujours demander les subventions à l'État ou aux collectivités, mais on peut être innovant. Et innovant en intégrant les acteurs économiques qui ont vertu à développer, gérer des actions pour le bien-être. C'est d'ailleurs l'objet même de Sports, le fonds de dotation que vous avez créé. Je complète, ou en tout cas, je rebondis sur un de vos propos. À l'époque, vous m'aviez d'ailleurs expliqué, et on estimait d'ailleurs qu'on pouvait avoir un sujet commun de promotion, enfin, en tout cas de développement, qui était la notion de zone blanche.
du sport, ou en tout cas la notion de zone blanche d'activité, qui est parfois d'ailleurs amplifiée par le fait qu'il y a une forme de contresens ou à défaut de contresens de quelque chose qui n'est pas intuitif, qui est que finalement en zone périurbaine aussi, c'est extrêmement difficile de faire de l'activité bien souvent, puisqu'en gros, vous pouvez courir le long d'une route ou traverser un champ, mais finalement, c'est pas si simple que ça. Et moi, je vois ECT qui est installé typiquement dans ce type de zone. Bon, ben, c'est pas si simple que de mettre ses chaussures de footing pour aller courir, ne serait-ce que ça, par exemple. Et je me souviens à l'époque du fait que vous aviez initié une cartographie de ces zones. Alors, il ne s'agit pas d'aller construire des infrastructures colossales ou des piscines, mais simplement d'activités ou de parcours de santé ou autres. Alors, c'est vrai que lorsque j'étais en fait ministre des Sports, on a pu faire la cartographie de l'existant. Et à ce titre, on a vu aussi que, comme dans la téléphonie mobile, on avait en fait des zones blanches du sport. Sur les environ 1500 quartiers prioritaires de la ville, il s'avérait que plus de 400 n'avaient aucune infrastructure. Donc, effectivement, on se retrouve avec un déséquilibre entre les régions qui sont hyper dynamiques, qui ont les moyens de transformer, et les autres qui, en fait, ont envie, mais qui n'ont pas en fait géré le réflexe budgétaire pour enclencher. Et lorsqu'on regarde, et qu'on regarde aussi à l'extérieur, à l'international, on voit qu'on innove en fait dans les friches. On a des infrastructures existantes qui sont en fait existantes, mais qu'on n'utilise plus. On peut en fait être innovant dans la restructuration. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que lorsqu'on crée des nouvelles villes, lorsqu'on implémente des bâtiments, on pourrait aussi demander à la ville, aux citadins, ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, le bien-être, c'est le bien-être de tous, en fonction des gens, en fonction de l'infrastructure urbaine ou pas. Et en fait, il s'avère les citadins ne sont pas en fait informés ou même informés ou même concertés. Et donc, du coup, on peut courir un peu partout, j'ai envie de dire, mais mettons aussi avec l'ANRU, gérer ce travail en complicité pour pouvoir mettre peut-être gérer des parcs santé au pied des immeubles. Et je pense qu'on a cette restructuration à faire pour juste pas non pas mettre les infrastructures sportives aux extérieurs des villes, mais à l'intérieur, pour que justement on puisse donner à tout à chacun, tout au moins, le moyen de pouvoir accéder à sa santé. Et non pas parler de sport à titre curatif, mais à titre préventif. Oui, ce qui renvoie au sujet évoqué assez longtemps. C'est sûr que, et à ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, la capacité finalement de monétiser les économies que cela peut générer. La santé est un sujet évident, mais il y en a probablement bien d'autres. Évidemment, ça positionnerait en tant que créditeur, j'allais dire, la totalité de ces actions et leur donnerait plus de place, ou en tout cas leur ferait gagner probablement plus d'arbitrage dans des fonciers qui sont bataillés. Il y a aussi un point commun dans ce qui a été évoqué, et notamment par Maud, c'est on voit à quel point ça semble fondamental pour des usages différents d'aller concerter, d'aller accompagner et d'aller faire jouer un rôle. Ce qui, en plus de ça, déchargera le politique qui ne peut pas tout faire, ni qui ne peut pas penser à tout et qui ne peut pas forcément tout décliner. Ça, c'est assez prégnant dans vos interventions à toutes les deux. Et puis en même temps, on responsabilise aussi le citoyen parce qu'il pourra en fait utiliser des infrastructures, je dirais, hors période, je dirais, associative. Non pas qu'on oppose les deux. Non, on a besoin du tissu associatif pour engendrer. On a besoin, et on remercie au quotidien le travail des bénévoles. Mais quelque part, on travaille sur l'autonomisation en fait des infrastructures et on verra que on luttera encore mieux, je dirais, contre la sédentarité et les maladies cardiovasculaires. Oui, et de saisir les opportunités du parcours, comprendre les parcours des citoyens et s'installer sur ce parcours-là et pas imaginer des espaces disponibles et du coup les repenser à cet endroit-là. Parce que si on pense l'espace, il faut le penser dans la manière dont il est occupé par ses habitants. Et de demander et de concerter et d'être vraiment au cœur des usagers, enfin, mettre au cœur les usagers, ça permet d'éviter d'imaginer à leur place ce qui serait le mieux pour eux. Voilà, ça génère en fait de l'émotion positive. On sait aussi que ce sont des valeurs de partage, de solidarité. Et par les temps qui courent, on l'a vu dès le premier confinement, on n'avait qu'une envie, c'était de sortir. Donc du coup, un retour à la nature, un retour à la communication, un retour au partage. Et je pense que ce sont des valeurs apaisantes et intergénérationnelles. On pourra aussi communiquer et découvrir aussi de nouvelles pratiques sportives. Oui.
Tout à fait. Un thème qui revient assez, c'est la multiplicité d'usages, ou en tout cas ou la combinaison d'usages, et fondamentalement, plutôt qu'une bataille ou une catégorisation, hein, on en revient à mon propos introductif, où on a toujours tendance à dire c'est ça, alors qu'en fait, évidemment, on vit plutôt dans une société de continuité. Pas facile néanmoins, parce que ça voudrait dire finalement mettre un lieu ou mettre un espace de territoire à disposition d'eux pour réfléchir. Alors le deux c'est qui? Ce qui renvoie à un autre point, c'est si effectivement le tissu associatif est si fondamental, et d'ailleurs pas mal développé dans notre pays, et notamment dans le milieu sportif de façon assez incroyable, comment on les entend mieux? Comment on les fédère? Comment on les coordonne? Comment on leur donne à prépenser ou à penser? À quelle échelle? Par qui? La structure, elle existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur quasiment plus de 35 millions de pratiquants, il y a les licenciés, mais dans les pratiquants, on a en fait un organisme, on a un tissu associatif, on a des collectivités qui travaillent, on a une agence nationale aujourd'hui du sport qui travaille sur le développement et sur la performance. Mais là, c'est sport. Là, Alors, moi, j'étais même multi-usage. Mais derrière, on a des collectivités et des élus en charge des sports qui réfléchissent à cette politique pour développer. Après, c'est comme dans tout, c'est de la communication et c'est aussi de la professionnalisation. Il faut aussi que tout à chacun se professionnalise et que dans la communication, on fédère aussi sur les droits et les devoirs, mais surtout les solutions et l'apport en fait de cet investissement à l'intérieur de la ville. Parce qu'on parle d'un objectif non médicamenteux, valorisant aussi le bien-être ensemble et le bien-faire ensemble. Pardon, Maud. Non, mais juste, moi, le premier mot qui m'était venu en tête, c'est on les écoute. Comment on fait pour savoir ce dont ils ont envie? En fait, on va les voir, on les écoute, on écoute et on reconnaît leur expérience de terrain, on reconnaît leur expertise d'usage dont on parlait tout à l'heure. En fait, il y a des moyens pour le faire et il y a des structures et il y a des gens dont c'est la mission pour le faire. Et en fait, c'est de réussir à aussi les valoriser, les faire entendre dans ce que j'appelais les valeurs qu'on doit porter de transparence, d'expertise partagée, de bienveillance qui sont essentielles. Et puis aussi, il faut aussi trancher, il faut savoir dire non, parce que démultiplier des piscines qui sont à moins de 10 km à la ronde, non, c'est pas judicieux. En revanche, harmoniser pour qu'il y ait plus d'innovation autour d'un territoire, effectivement, il faut de la communication, il faut renforcer et il faut aller sur le terrain. Et puis, il faut parler aussi, gérer aux citadins, gérer aux citoyens. Que veut-il aujourd'hui pour demain? Et en fonction aussi des cibles, il faut aussi que la réponse soit partout, pour tous et tout au long de la vie. Donc, en fait, il y a ce travail de durabilité qui va faire que si la communication est bien faite, s'il y a des piqûres de rappel sur le bienfait, s'il y a, je dirais, des retours d'investissement par rapport à la transformation sur le terrain, ben on avancera, vraiment, on fera des grands pas. Il y a une question générale, mais qui vaut autant à l'échelle d'une commune pour Jean-Pierre qu'à l'échelle de l'État, et c'est à l'ancienne ministre que je m'adresse aussi. Finalement, la notion de coordination ou la notion de compétition, si on veut le voir négativement, ou de coordination entre les différents sujets d'urbanisme, de construction, d'environnement, de sport, d'activité, elle est éminemment complexe. Elle se fait, typiquement, si on regarde au niveau de l'État, et je poserai la question à Jean-Pierre ensuite. Oui, ça se fait. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a voulu bien faire et travailler en silo. Aujourd'hui, on voit que la pertinence, c'est de travailler en transversalité, en se donnant aussi, gérer un cadre. Mais l'idée, c'est d'avoir en fait une vision claire. Qu'est-ce que l'on veut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voudra pour demain, en prenant en compte qu'il y a une augmentation de la sédentarité et une augmentation aussi d'une démotivation. Donc là, on vit un moment difficile et le fait de pouvoir ouvrir, et je salue en fait cette intervention aujourd'hui autour du vert et du citoyen et du sport, c'est aussi se donner aussi le moyen de pouvoir gérer, pas transiger, mais se donner les moyens en fait de bousculer un petit peu la norme. Voilà, c'est respectons un cadre, mais poussons gérer le curseur un peu plus loin pour avoir plus en fait de résultats sur le terrain. Et n'ayons pas peur d'essayer. En fait, c'est apprendre à entreprendre, apprendre à essayer, apprendre à se tromper, à apprendre des apprentissages dont on se trompe. Oui. Et c'est pas grave. Et en fait, il faut repenser, il faut sortir des schémas, et sortir des schémas, c'est se tromper. C'est ça. Mais pas refaire l'erreur deux fois. Voilà, exact. C'est apprendre. Et essayer la construction. Voilà. Mais aussi, soyons logiques, nous ne pouvons plus durer seuls. Donc, justement, utilisons les points forts de chacun pour effectivement donner plus
de l'attitude et plus de bien-être à nos concitoyens. D'accord. Il y a un point néanmoins j'allais dire, non pas négligé, mais qui est fondamental de rappeler, c'est le rapport à la biodiversité. On a évidemment beaucoup discuté usage humain, j'allais dire, oui, on va dire usage humain, mais bien sûr, il paraît complètement inconcevable, et d'ailleurs ça ne l'est plus, c'est ce qu'évoquait Jean-Pierre, de ne pas intégrer dès la conception et dès la réalisation des projets évidemment la dimension de préservation, la dimension de développement. Je pense toujours à ce que M. Chavasseux-Louis nous dit souvent dans nos échanges avec Humanité et Biodiversité. Il n'y a pas de place perdue pour la biodiversité. Et à titre d'exemple, lorsqu'on réalise un plateau agricole, évidemment il y a des pentes. Il faut évidemment mieux faire. Il y a plein de choses à faire sur des pentes. C'est un exemple pratique qu'on avait. Bien sûr, il n'est pas question de ne pas l'intégrer. Pour autant, est-ce qu'on pourrait aller, Jean-Pierre, jusqu'à imaginer des zones de libre développement écologique au sein des villes, sans usage humain, par exemple? Alors, oui, c'est une question évidemment un peu délicate parce qu'il y a une telle demande citoyenne d'usage et d'investir effectivement ces espaces de nature que c'est forcément à appréhender avec beaucoup de réserves. Mais enfin, il y a des exemples, il y a quelques exemples sur des grandes surfaces, en quelque sorte, il y a des plus grandes aires à valeur patrimoniale, à valeur écologique. Il y a effectivement des aménagements qui permettent de préserver certaines zones. On a aujourd'hui quelques exemples, ça et là. De là à sanctuariser véritablement, c'est forcément un sujet plus difficile. Là encore, on va forcément rechercher tous les éléments d'une conciliation possible. La question des friches est un sujet, des délaissés, la question du délaissé urbain, dont on sait qu'il y a potentiellement une valeur écologique intéressante. On voit bien que c'est un sujet qui reste effectivement difficile à appréhender. Toutefois, il y a un certain nombre d'éléments du foncier qui présentent en tout état de cause des intérêts, et on peut penser notamment à tout le foncier de RFF, Réseau Ferré de France, qui en milieu urbain aussi constitue des aires de potentiel écologique et d'une possible renaturation aussi, puisqu'un des éléments évidemment de réflexion et stratégique, c'est la notion de renaturer aussi un certain nombre d'espaces, et notamment au travers d'une démarche, alors là pour le coup très volontaire, de désimperméabilisation, puisqu'il y a évidemment un enjeu majeur dans les villes autour de cette question de l'imperméabilité des sols. Si on s'intéresse à quelques questions qui nous sont posées, je rebondis vers Laura. On a dit tout à l'heure que le lien santé, vous l'avez dit aussi Jean-Pierre sur quelques initiatives dans la métropole de Lyon, que le lien santé-sport, ou en tout cas santé-activité, était plutôt fait en curatif qu'en préventif, et y compris en financiarisation de ses bénéfices. Vous aviez, vous, des échanges en tant que ministre avec votre homologue? On commence à voir par exemple des initiatives où des médecins prescriraient du sport, où on sait très bien que pour lutter contre certaines maladies de vieillesse, globalement, il faut de l'activité. Est-ce qu'on est proche du basculement, c'est-à-dire de la prise en compte directe de l'effet bénéfique, ou en tout cas au moins du crédit à donner à l'activité? Je ne sais pas si ma question est claire, si je la formule bien. Alors, la première des choses, c'est effectivement, lorsque moi j'étais ministre, je suis allée voir par transversalité mes homologues pour en fait gérer des solutions et amener en fait des réflexions par rapport au bien-être, en fait, par rapport au bienfait du sport. Et c'est vrai que l'un des premiers ministères a été le ministère de la Santé. Alors, je vous avouerai qu'au démarrage, ça a été un peu compliqué parce qu'on avait peur, en fait, gérer du mot sport. Donc, du coup, on a trouvé en fait une sémantique qui permettait en fait d'écouter mieux. C'était activité physique adaptée plus ou moins gérée vers l'excellence et la performance. Mais il s'avère qu'on a en fait aujourd'hui des chiffres. Plus de 50 pour une personne qui est en rémission, plus de 50% en fait des personnes qui sont en rémission, qui pratiquent, font descendre le taux de récidive. Donc du coup, on a des chiffres qui sont là, et donc en étant factuel, on a vu la plus-value d'une activité gérée dans le capital santé
sur le durable. Donc effectivement, il y a cette prise de conscience, mais pour rapprocher encore plus ces deux mondes, il a fallu effectivement regarder avec l'enseignement supérieur de la recherche pour que les futurs médecins puissent découvrir aussi, gérer en fonction des disciplines, quelque part, le bienfait. Et effectivement, ce certificat sur ordonnance permet à tout à chacun d'avancer. Et on l'a vu aussi pendant cette période pandémique qu'on avait continué à autoriser, je dirais, la pratique pour les personnes, je dirais, dites fragiles. Et ça, c'est la plus-value. Mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas s'attarder à dire le sport, c'est les paillettes. Non, c'est une éducation. Et fort de ça, on a aussi travaillé avec l'éducation nationale, avec Jean-Michel Blanquer, pour justement intégrer un peu plus d'activités pour nos jeunes, parce qu'ils ne pratiquent plus. Donc, du coup, sur cette pratique sédentaire, il faut en fait contrecarrer et apporter des solutions. Et là, ça continue à se faire. Et c'est vrai que cette prise de conscience est déjà un bien fou. En revanche, il faut en fait avoir de la motivation et c'est un combat au quotidien parce que quelque part, lorsqu'on parle de sport, on dit bon d'accord, c'est les jeux. Non, c'est pas les jeux, c'est une éducation, c'est du faire ensemble et quelque part, c'est intergénérationnel. Donc du coup, on a encore à travailler, mais il y a cette prise de conscience. Ouais, après, il y a le nerf de la guerre, les finances, et ça, c'est autre chose. Ça répond à des enjeux du moment, ça c'est sûr. Et on voit d'ailleurs le rôle que le verre en ville peut générer. Une autre question pour Jean-Patrick, peut-être, c'est comment ça se passe dans les autres pays européens? Est-ce qu'il y a des gens qui font mieux que nous? Est-ce qu'il y a des gens, puisque je crois que vous êtes néerlandais? Alors, je suis néerlandais, j'ai vécu entre Bruxelles et Paris, et là, pour le moment, je suis à Istanbul, donc je voyage pas mal. Mais je vais me baser sur l'étude qu'on a faite, qui est mondiale, donc on a analysé plus de 600 organisations dans le monde. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'Europe a un vrai réveil depuis 5 à 6 ans, et le pays qui mène ce réveil, c'est la France. Donc, il y a vraiment en France un développement de la lecture urbaine qui est en train de se passer et qui, au départ, était plutôt fait par des entrepreneurs. Et je pense que la Ville de Paris, avec son programme Paris Culture, a été un des grands accélérateurs de ces tendances. Mais là, depuis quelques mois, ça s'accélère puisque le ministère de la Culture a reconnu la lecture urbaine comme étant important et va y consacrer les moyens. L'ANRU a fait des programmes. Enfin, il y a un tas de soutien des pouvoirs publics qui vient d'apparaître dans les derniers mois, qui, je pense, vont encore accélérer le développement de ces dispositifs qui sont, comme j'ai dit, vertueux et qui se battent pour un business model. Mais à partir du moment où, pour le côté associatif, les pouvoirs publics reconnaissent qu'il y a des externalités qu'il faut rémunérer et aider, à ce moment-là, ça va décoller. Donc la France, oui, c'est à la pointe de la lecture urbaine, on peut dire comme ça. C'est sûr qu'à nous écouter, à vous écouter surtout tous, ça donne envie de dessiner le parfait petit territoire où on verrait effectivement l'implication citoyenne avec une certaine temporalité, la mobilisation, la concertation, les usages partagés, notamment ce que vous disiez, Laura, qu'on ne soit pas obligé d'aller en périphérie des villes pour faire du sport, le tout peut-être sur un équipement vert municipal qui pour l'instant est plutôt mono-usage ou peut-être mono-usage alors qu'il y a une capacité à faire plus. C'est un vrai sujet. Je ne sais pas si pour autant ça conduirait aussi à dessiner la parfaite tenue vestimentaire ou le parfait profil du citadin qui va passer contribuer à l'agriculture urbaine tout en courant et en allant se cultiver sur tel ou tel espace, mais en tout cas, on voit l'étendue des possibilités. Je crois que notre échange touche à sa fin. On est pas mal dans les temps, donc ça me donne l'occasion de remercier tous ceux qui nous ont suivis en distanciel. Encore une fois, on aurait préféré pouvoir vous toucher, vous voir et vous avoir. Dommage, hein, on remettra ça une prochaine fois. Ça me donne l'occasion aussi de remercier mes 4 invités, hein, y compris Jean-Patrick qui nous voit de loin, d'Istanbul. C'est intéressant, c'est un des avantages de la technologie. Merci Laura, merci Maude et merci Jean-Pierre, et à bientôt.